Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, vidéo que vous m'avez énormément demandé sur la Turquie. Alors, comme vous le savez, ou certains doivent le savoir, l'inflation en Turquie est record. Elle est à 70% aujourd'hui. C'est du jamais vu. L'année dernière, quand je parlais de la Turquie, l'inflation était à 20-25%. Et mes vidéos, l'année dernière, je parlais concrètement, je disais, ok, la situation n'est pas top en Turquie, mais baisser les taux d'intérêt n'est clairement pas la solution. Et vous voyez ici, c'est ce qu'a fait notre ami, le président Erdogan, pour ne froisser personne. Mais vous voyez ici, les taux d'intérêt, c'est en noir. Et vous voyez que les taux d'intérêt, on les a augmentés. Et que là, l'inflation dérape. Donc, clairement, beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'économie ou qui ne maîtrisent pas l'économie ne comprennent pas ce phénomène. Quand on veut relancer l'économie, généralement, on baisse les taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt, ça augmente la demande et ça augmente la consommation également, et ça augmente également l'investissement. D'accord? Donc la demande, consommation et investissement. Très simple. Quand l'économie est en surchauffe, c'est-à-dire qu'on a une inflation qui est élevée, on augmente les taux d'intérêt, ça permet de diminuer la consommation et ça permet de diminuer l'investissement. Ça permet de ralentir l'économie. L'inflation était déjà élevée en Turquie, elle était, voilà, vous voyez ici, novembre, on était aux alentours des 20%. Et ça, c'est encore une fois la vidéo d'hier. Donc, je ne suis pas un grand économiste, je ne suis pas un prix Nobel d'économie, etc. Mais c'est la base, c'est la base de base, d'accord? Donc, l'année dernière, je disais, justement, je ne comprends pas pourquoi ils n'augmentent pas les taux d'intérêt. Alors, bien sûr, il y a une raison évidente sur un plan populaire et sur un plan social. Augmenter les taux d'intérêt, ça veut dire également ralentir l'économie. Ça veut dire que ça va peser sur les classes moyennes et les classes populaires. Ça veut dire également que on sortait de pandémie, on sortait déjà d'une crise très grave, que la Turquie, ça reste un pays touristique, ça reste un pays également qui dépend énormément de ses exportations, et la Turquie était en difficulté. Et la Turquie importe également, et donc, et notamment, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette politique de Erdogan était de dire non, on baisse les taux d'intérêt. Maintenant, on va mettre en place des politiques qui vont permettre de soutenir la monnaie. D'accord? Si par exemple la monnaie baisse de temps, etc., eh ben, on financera le reste. Donc c'est la politique qu'avait menée Erdogan l'année dernière, notamment en novembre 2020. Et cette politique a marché. Regardez ici. Là, c'est la lire turque qui s'effondre contre le dollar. Et puis, quand Erdogan a mis en place cette politique qui consistait à dire « Ok, on va financer si jamais la lire turque commence à continuer de baisser, on va vous financer », eh ben, ça a provoqué une hausse record de la lire turque. On va le mettre en inverse, comme ça va vous permettre de bien comprendre. Ça a provoqué une hausse record de la lire turque. Tout le monde a dit « Génial, Erdogan est un génie, c'est super, c'est extra, il a réglé le problème ». Et donc, effectivement, on voit la lire turque qui s'effondre par là. Je vais le mettre sur une base mensuelle pour que vous puissiez avoir une idée. Depuis 2014, ça valait 0,56. Aujourd'hui, ça vaut 0,06. Alors que la valeur, elle a été divisée par 10. D'accord? La valeur de la lire turque contre le dollar. OK? Et ça veut dire également l'appauvrissement, entre guillemets, de la Turquie. Et donc, on est dans une situation où cette politique qui consistait à soutenir, d'accord, la lire turque, a marché dans un premier temps. Et puis, vous voyez, la lire turque qui est repartie à la baisse. Mais le pire dans tout ça, c'est que non seulement la lire turque repart à la baisse, mais comme la lire turque reste faible et qu'on a une inflation mondiale qui augmente, qu'on a les prix du pétrole, les prix du blé qui augmentent, eh bien ça fragilise encore plus la Turquie et ça la met en grave difficulté. On se retrouve aujourd'hui avec une inflation de 70%. À 20%, c'était gérable. À 70%, ça devient de plus en plus problématique. Beaucoup d'économistes considèrent que l'inflation va rester élevée en Turquie, qu'on pourrait rester au-dessus des 50%.
Aujourd'hui, on est à 73%, d'accord? On est à 70%. Et cette inflation, elle a continué d'augmenter malgré voilà, toutes les politiques qui ont été mises en place, malgré le fait que l'État turc a baissé les impôts sur les biens de première nécessité, malgré les subventions de l'État sur les factures d'électricité. C'est-à-dire on a essayé de tout mettre en place pour soutenir les classes populaires, les classes moyennes, mais apparemment, ça n'a pas été suffisant. Donc la Turquie fait partie des pays dans le monde aujourd'hui où l'inflation est la plus élevée. Le deuxième pays, hein, c'est la Russie. Vous voyez, c'est intéressant, avec une inflation de 20% voilà, en 2022. Ensuite, l'inflation en Russie devrait baisser. Et l'inflation en Turquie également, en 2023, on pense à une inflation inférieure à 20%. Mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire que tout rentre dans l'ordre, que le conflit entre la Russie et l'Ukraine cesse, que les tensions entre la Chine et les États-Unis diminuent, que on continue de faire du business comme auparavant, et on rentre dans un monde où les choses se calment, où tout rentre dans l'ordre, etc. Mais encore une fois, c'est ce que l'on souhaite, d'accord? C'est ce que l'on espère, mais c'est encore loin d'être le cas. Bon, et il faut le dire, la politique monétaire qu'a menée Erdogan n'est pas du tout bonne. On parle également d'une hausse des inégalités en Turquie, avec notamment les classes populaires dont le revenu commence à diminuer fortement. Et Erdogan, clairement, avait une politique qui était de diminuer les taux d'intérêt, de relancer l'économie. Il a viré je ne sais combien de banquiers centraux, c'est juste incroyable. Et ça n'avait pas arrêté. Pourtant, ça n'a pas empêché la lire turque de baisser, l'inflation d'augmenter, etc. Il y a une grande explication de cette inflation qui s'explique par les produits agricoles. La Turquie est un pays agricole, mais elle importe énormément. On a une hausse de 70% des prix des aliments, des boissons non alcoolisées. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment très important. Et clairement, Erdogan, pour le moment, ne veut pas augmenter les taux d'intérêt. Il est toujours dans sa logique de j'ai raison, je suis voilà, cette politique, ceux qui augmentent les taux d'intérêt, ceux qui augmentent les prix, on va... Vous voyez, il a dit la hausse des coûts mondiaux de l'énergie et des aliments ont frappé la Turquie, sans mentionner un lien avec les taux d'intérêt. Il a indiqué que le gouvernement sévirait contre ceux qui fixent des prix élevés. Et malheureusement, voilà, on le voit, une erreur de stratégie, une erreur de politique, peut-être un entêtement, mais on voit les conséquences. Alors, c'est quoi ce qu'il faut retirer de tout ça? C'est que le problème risque de se poser pas de la même manière. Pourquoi? Parce que l'euro, hein, je l'avais déjà dit, ou le dollar, restent des monnaies puissantes. Alors bien évidemment, elles sont faibles, bien évidemment, la Turquie aujourd'hui est en train de payer les conséquences de ces politiques. Et l'Europe et les États-Unis vont également à un certain moment payer les conséquences de leur politique monétaire expansionniste. Il n'y a pas photo. Parce que c'est Fillon, hein, je pense, qui disait, c'est comme, voilà... Un ménage qui vit au-dessus de ses moyens pendant des années, des années et des années, s'il ne gère pas son budget, s'il ne règle pas ses dettes, etc., à un certain moment, il sera en cessation de paiement. Et c'est Fillon qui disait « Je suis à la tête d'un pays sur le point de faire faillite. Hein, » si ma mémoire est bonne, je vais vérifier. Voilà, c'est ça. Je suis à la tête d'un État en faillite. Et c'était en 2011, ça paraît la préhistoire. D'accord? Et à l'époque, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, voilà, on est endetté, situation de faillite sur le plan financier. On est en 2011, les amis. La dette française a augmenté beaucoup plus. D'accord? Je suis à la tête d'un État qui a depuis 15 ans en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget équilibré depuis 25 ans. Ça ne peut pas durer. On est en 2011. Nous sommes en 2022. Elle est signée François Fillon. Et plusieurs pays européens ont reproché à la France, etc., etc. Et vous voyez la situation aujourd'hui, la dette de la France aujourd'hui. Regardez, quand Fillon en parlait, on était à 90%, puis ça a augmenté. Et vous voyez qu'ici, entre 2012 et 2019, bon ok, ça a augmenté, mais c'était pas
catastrophique. Et ensuite, on a eu les 2 années, 2020, 2021. On est à 112% du PIB. Donc, si là, on est en faillite, qu'est-ce qu'on peut dire pour aujourd'hui? Et ici, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ce que très peu de gens savent, c'est que pourquoi la dette ici n'a pas explosé? Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt étaient faibles. L'inflation était très faible, d'accord, inférieure à 2%. Les taux d'intérêt étaient nuls, voire négatifs. Et on voit bien même que la dette ici commence à diminuer. Légèrement, mais elle commence à diminuer. Hein. Macron, il est arrivé en 2017, voilà, légèrement. Et puis, on a eu ce fameux Covid et la dette qui a explosé à la hausse. Donc, la Turquie, c'est un laboratoire, clairement. Et ce qui se passe en Turquie peut arriver ailleurs. Et clairement, l'inflation, aujourd'hui, on voit, ça reste sous contrôle. Ce sont les niveaux d'inflation les plus élevés depuis 40 ans. Mais ça n'a rien à voir avec les années 70. L'inflation arrive aujourd'hui à un moment où les dettes sont extrêmement importantes. Et qui dit dette importante dit si on augmente les taux d'intérêt, on augmentera également ce que l'on appelle la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts qu'on paye sur la dette. Et vous voyez ici, on a un graphique qui est très intéressant de Rexecode qui montre le taux apparent de la dette en pourcentage. C'est-à-dire qu'on prend les charges d'intérêt annuelles sur la dette. Et on voit que ça baisse fortement. C'est quand même contradictoire. La dette qui augmente, d'accord? Et vous avez les charges d'intérêt sur la dette qui diminuent. Et en fait, la raison, c'est très simple. C'est que, comme les taux d'intérêt ont diminué, même si la dette augmente, ben, les charges n'augmentent pas. D'accord? Et parfois, la France, elle se faisait payer pour sa dette, ce qui est quand même du délire. Les taux d'intérêt négatifs, c'est un total délire. Eh bien là, comme les taux d'intérêt vont augmenter et que la dette est importante, on se retrouve dans une situation très compliquée. Et donc, l'État va être obligé d'augmenter les taux d'intérêt, ça va peser sur la croissance économique. Mais si on n'augmente pas les taux d'intérêt, ben, l'inflation risque de grimper. Et vous voyez ici cet article du Monde, le coût de la dette a commencé à remonter en 2021. En baisse depuis 10 ans, la charge de la dette a augmenté de 15% l'an dernier et devrait encore s'alourdir en 2022. Et ce n'est pas fini. Donc ça veut dire, la charge de la dette, ça veut dire que ce sera en moins sur le budget de l'État. Donc on est vraiment dans une situation très compliquée. Et vous voyez ici, l'explication, elle est simple. La dette française a augmenté de 1 000 milliards d'euros en 10 ans, pour avoisiner les 3 000 milliards d'euros en 2021. Pourtant, la charge de la dette a diminué. C'est comme si toi, tu continues de t'endetter, mais tu payes beaucoup moins d'intérêts. À un certain moment, il faudra payer les pots cassés. Et là, on parle quasiment d'argent magique. C'est-à-dire, plus tu t'endettes, moins ça te coûte cher. Et ça permet de comprendre pourquoi la dette a augmenté, pourquoi il n'y avait pas vraiment de problème de la dette, parce qu'on pensait que ça allait durer, l'inflation allait rester faible, les taux d'intérêt allaient rester faibles, et on allait pouvoir gérer la situation de cette manière. Or, aujourd'hui, avec la hausse de l'inflation, on se retrouve dans quelque chose d'inédit, quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et comment se protéger contre tout ça? Parce que c'est ça la question, c'est, t'as mis, ok, c'est très bien, mais comment je vais me protéger? En fait, il n'y a pas de solution miracle. Mais la solution, c'est surtout de ne pas laisser ton argent à la banque. Alors, tu peux garder une partie, mais tu dois vraiment te conditionner à investir ton argent. Et là, on le voit hein, en Turquie, regardez, ça c'était novembre 2021. Et vous voyez que la bourse turque entre octobre et récemment, et avril 2022, elle a pris 84%. Et récemment, sur les plus hauts, vous voyez qu'on a, depuis avril, une petite correction de 8%, ce qui est quand même ridicule, vu la hausse qu'on a eue sur la bourse turque, que quand le Nasdaq se cassait la figure, vous voyez ici, le Nasdaq se cassait la figure, vous voyez la bourse turque qui continue de monter, ici fait février, ça c'est
l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous avez la bourse qui monte. Alors que si on compare, on va comparer avec le Nasdaq. Hein. On va comparer avec le Nasdaq. Regardez, le Nasdaq qui s'effondre. Alors, je vais prendre depuis le début, voilà, début d'année. Vous avez l'indice turc qui est en hausse de 26%, le Nasdaq qui est en baisse de 27%. Je vais le mettre en daily, comme ça va être plus sympa. C'est un truc de ouf. Voilà. Depuis janvier, vous avez le Nasdaq qui perd 27%, la bourse turque qui monte de 20%. Et cette hausse, c'est pas, voilà, ça monte pas parce que c'est génial. Ça monte parce qu'il y a de l'inflation. Donc vraiment, comprendre l'importance d'investir aujourd'hui. L'importance de protéger son argent. L'importance de ne pas garder son argent, c'est-à-dire que de toutes les manières, je ne vous dis pas garder suffisamment pour vous nourrir, etc. 1 an, 2 ans de dépenses. Mais ceux qui ont de l'argent, en fait, ils vont se faire voler leur argent par l'inflation, tout simplement. Hein. C'est Keynes qui disait l'inflation, c'est l'euthanasie des rentiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors là, bon, bien sûr, mais en fait, une hausse de l'inflation, ça diminue la valeur de ton cash. D'accord? Donc, quand tu as une inflation de 50%, 60%, 70%, 20%, la valeur de ton patrimoine diminue. Et si tu ne le protèges pas, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, à la fin du mois, à la fin de l'année, ce que tu as mis de côté, ce que tu as épargné, etc., va perdre de sa valeur. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est par rapport à la Turquie. Est-ce que, finalement, la Turquie pourra sauver ou diminuer la casse? Ici, on a les réserves de la Turquie. Hein. Vous savez, la Banque centrale turque, elle a de l'argent et ça peut être en différentes monnaies, etc. Et en une semaine, ces réserves vont diminuer de 4,8 milliards de dollars. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup d'argent sort de Turquie actuellement. Et vous voyez ici la monnaie, hein, l'Ira Spot. Et vous avez les sorties, les réserves hein, qui diminuent. Vous avez ici les réserves qui diminuent fortement. Et vous allez me dire, ok Tammy, mais 4,8 milliards, c'est pas énorme. En fait, les réserves de la Turquie sont à 61 milliards de dollars. C'est un plus bas sur 10 mois. Alors, on exclut ici les réserves en or, mais ça représente presque allez, 8% des réserves totales. Et c'est clairement un gros problème parce que plus les réserves diminuent, plus la Turquie aura de la difficulté à tenir son économie. Et elle ne pourra pas, par exemple, payer ses créanciers, etc. Et l'explication, elle est évidente ici. Vous avez tout d'abord beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui demandent du dollar parce que ces entreprises sont touchées par l'inflation. C'est 70%, c'est énorme. Donc, beaucoup d'entreprises turques qui achètent du dollar. Donc, ça veut dire des sorties d'argent. Vous avez également Erdogan qui a essayé de soutenir l'économie avec ses réserves. Auparavant, on a dépensé, donc Erdogan a dépensé 165 milliards de dollars pour essayer de stabiliser la lire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça pose de gros problèmes. Donc la Turquie se retrouve avec de moins en moins de réserves, de plus grandes difficultés et le risque effectivement d'avoir une vraie défiance des sorties massives de capitaux. Donc à présent, quelles sont les solutions pour la Turquie ? Est-ce qu'ils peuvent éviter finalement le pire? La solution extrême, celle dont je parlais l'année dernière, c'est clairement d'augmenter les taux d'intérêt. C'est-à-dire, tu calmes le jeu. Clairement, la Turquie va traverser 1 année, 2 années, 3 années difficiles. Mais ça permettra effectivement de récupérer de l'argent, d'avoir des rentrées de capitaux, de diminuer l'inflation et puis de relancer l'économie et de mieux gérer l'économie et de comprendre que
Il faut gérer un pays efficacement. Et je le dis parce que ça se passe également au niveau des individus. Il y a des gens, ils gagnent bien leur vie, ils dépensent leur argent n'importe comment, etc. Et ensuite, ils payent les pots cassés. Et c'est le cas de l'Europe également. C'est le cas des États-Unis. C'est-à-dire qu'à un certain moment, la dette ne peut pas être aussi élevée. Maintenant, les États-Unis ont le privilège d'avoir une monnaie qui s'appelle le dollar. L'Europe a une monnaie qui s'appelle l'euro. Et ça leur donne quand même une certaine marge de manœuvre. La Turquie n'a pas ces avantages. Maintenant, on le voit bien, là, l'une des stratégies de la Turquie, c'est vraiment d'attirer des capitaux. Donc il y a ce système de visa ou même de nationalité. Hein. Il faut acheter en Turquie un bien immobilier pour acquérir la nationalité turque. Vous voyez comment obtenir la nationalité turque, c'est un article du Petit Journal.com et ils disent, voilà, soit filiation, base du lieu de naissance, naturalisation, résidence d'au moins 5 ans. Et là, vous avez de façon exceptionnelle, par l'achat d'un bien immobilier d'une valeur de 250 000 $, par un investissement d'une valeur d'au moins 500 000 $, par une épargne de 500 000 $, par l'achat de bons d'État. Donc, il vous donne la nationalité turque si vous achetez des obligations turques. Par la création, je pense qu'il vaut mieux acheter un bien immobilier, juste petite remarque, petit conseil sympathique, par la création d'une entreprise qui engage au moins 50 employés. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie stratégie pour attirer des fonds et pour faire en sorte qu'il y ait des rentrées d'argent en Turquie. Vous avez également le ministre turc des Affaires étrangères qui dit « Les oligarques russes sont les bienvenus ». Alors, les oligarques russes, hein, Abramovich, etc., on les connaît, hein, c'est des milliardaires, il y en avait beaucoup à Londres. La Grande-Bretagne, l'Europe, les États-Unis ont commencé à taper sur leurs avoirs. Et là, vous avez la Turquie qui dit « Bienvenue chez nous, on vous accueille ». Mais on voit bien que derrière, il y a également une affaire de gros sous. Et pour la Turquie, s'ils ont voilà, quelques milliards, eh ben, ils vont pas dire non à plusieurs milliards de dollars de la part des oligarques russes. Et c'est un peu la même politique à Dubaï. Hein. Les Russes qui investissent, on leur dit pas non, non, on veut pas de votre argent. Sauf, et c'est là où on en arrive à, si les États-Unis à un certain moment ils se réveillent, ils disent, et d'ailleurs ça commence à se faire, à taper sur Dubaï et lui dire, eh oh, nous on veut pas que vous fassiez ça avec les Russes, etc. Donc à voir, on va à suivre, je dirais. Mais pour le moment, voilà, les Turcs accueillent les Russes, les oligarques russes. Et donc c'est assez marrant puisqu'on a vu pas mal de yachts, de super yachts, qui appartiennent à des oligarques russes dans les eaux turques. Et là, chaque yacht vaut 600 millions de dollars et plus, vous imaginez. Et Abramovich, on dit qu'il a garé, il a garé 1,2 milliard dans un pays non européen, non Union européenne. He's seeking to shield his assets, donc il veut sortir ses actifs des États-Unis, de la Grande-Bretagne, des pays européens qui aujourd'hui sont en train de cibler ces oligarques russes. Et vous voyez, donc le ministre turc des Affaires étrangères a dit on accueille les oligarques russes dans mon pays comme investisseurs, mais également comme touristes, tant que le business est en règle avec les lois internationales. Et donc là, on voit le yacht le yacht d'Abramovich à la marina de Bodrum. Voilà les amis, j'ai fini cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, encore une fois, c'est ce que je disais un petit peu l'année dernière. C'est Erdogan a voulu tempérer. Il s'est dit qu'il valait mieux ne pas augmenter les taux d'intérêt. Il a eu des attaques contre le fait que les taux d'intérêt n'étaient pas une bonne chose, que c'était l'usure, etc. Et le problème, c'est de l'économie pure. Et on voit qu'aujourd'hui, la Turquie est en grave difficulté. La monnaie turque diminue, baisse fortement, que beaucoup de Turcs sont en difficulté. Et clairement, on voit que dans cette situation, dans ce cas de figure, la meilleure manière de se protéger, ça reste d'investir son argent en bourse, dans l'immobilier, dans les matières premières, dans les cryptos également. Mais voilà, et on ne sait pas ce qui va arriver. Mais clairement, il va falloir aujourd'hui, je pense, vraiment, de plus en plus développer des compétences en matière d'investissement.
Autant dans les années 70, ça pouvait passer, parce que la croissance restait bonne, parce que les dettes des États étaient correctes. Autant aujourd'hui, on rentre dans un no man's land économique. On ne sait pas ce qui va se passer dans les 10-20 prochaines années. On ne sait pas si les États-Unis vont conserver leur leadership. On ne sait pas si l'inflation sera extrêmement élevée. On ne sait pas si les États seront capables de gérer cette crise, parce que c'est une crise dans laquelle on va rentrer. Et puis, bien évidemment, que vont faire également les marchés financiers, comment ils vont se comporter. Mais il va falloir aujourd'hui être prêt. Voilà, vraiment être prêt. Pour ceux qui veulent aller plus loin, les amis, moi, je vous invite vraiment à nous rejoindre dans la masterclass tami.net/IP. Ça aura lieu le 29 mai. Il y a une grosse formation de 17 heures, donc il y a un cours sur l'investissement et il y aura une masterclass avec moi durant laquelle on abordera tous les thèmes importants pour investir aujourd'hui, comment se protéger, comment investir son argent intelligemment, quels sont les risques, quels sont les dangers. Il n'y aura pas de langue de bois, vous pourrez me poser vos questions en direct et je pense que ce sera extrêmement puissant, surtout vu l'état de l'économie actuelle. Merci encore une fois les amis et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas d'agir. Ciao!